On ne bouge pas trop parce que... Oh merde, on a perdu la connexion. Vous êtes sûr ou pas? Ah oui, oui, pas bouger. Ça va commencer à modifier, mais ici, il y en a. On est bon, on est bon, on est bon. Je vais du fil là. Attends, attends. Voilà. Bon, bonjour à tout le monde. On va tout doucement commencer ce webinaire. Merci d'être venus si nombreux. Je fais un petit check pour voir si on nous entend bien. Euh, Peut-être que si quelqu'un peut me confirmer dans le questions et réponses, si on nous entend bien. Voilà, je vois des mains qui se lèvent, je ne sais pas ce que ça signifie, mais en tout cas, euh, on va commencer. Alors, je vais vous partager. On va d'abord se présenter. Donc, moi, c'est Frédéric Clairbeau. Je suis conseiller juridique à l'UNIPSO et je m'occupe en particulier de cette matière APE qui va nous occuper aujourd'hui. Et je vais laisser mon collègue se présenter. Bonjour à toutes et tous, Frédéric Cosmir, conseiller général auprès de l'UNIPSO. Voilà. Alors, on va commencer la présentation. Je vais partager, je vais partager la présentation. Alors, donc, le but aujourd'hui, ben, c'est de parler du formulaire de répartition de la subvention que, si vous êtes là, vous avez tous reçu. Alors, il est important qu'ici, on va se focaliser sur la partie de l'APE, sur les employeurs du secteur non marchand, et donc pas des pouvoirs locaux et de l'enseignement qui ne seront pas traités ici. Alors, des petites règles de fonctionnement hein, pour commencer, parce que nous sommes plus de 500 et les règles sont nécessaires pour pour un bon déroulement de la réunion. Donc, comme vous l'aurez vu, les micros et caméras sont désactivés, mais cela garantit une meilleure qualité sonore et visuelle pour la présentation. Il n'y a pas d'accès non plus au module conversation. Par contre, il y a un module questions et réponses. Et donc, ce module questions et réponses vous permet évidemment de poser les questions. Et alors, vous avez vu que vous pouvez également, vous verrez que vous pouvez également réagir. Par exemple, s'il y a une question que quelqu'un pose, c'était celle que vous vouliez poser, eh ben, likez les questions. Ça fait remonter, on voit l'intérêt pour les questions lors des temps de questions-réponses. Alors, il y a 3 temps de questions qui sont prévus, donc on vous demande de les respecter. On fera à chaque fois une petite pause de 5 minutes, le temps de prendre connaissance de questions, de prendre quelques questions, puisqu'évidemment, on ne pourra pas toutes les questions. Mais donc, et ça me permet d'ailleurs d'introduire la façon dont va se dérouler le webinaire. On va d'abord présenter le contexte politique dans lequel s'inscrit le formulaire. Et donc, à l'issue, ben, on prendra des questions relatives à ce contexte politique. Ensuite, on présentera le formulaire en tant que tel. Donc, voilà, évitez de poser des questions sur le formulaire
ou après la première partie, puisqu'après, on présentera le formulaire et il y aura un second temps de questions-réponses. Et puis, ben, on va conclure. La conclusion, ce sera en fait présenter un peu les étapes à venir. euh, et à l'issue de cette conclusion, il y aura un nouveau temps de questions-réponses qui clôturera finalement ce webinaire. Donc, on espère rester dans le temps de 2 heures imparti annoncé. Alors, vous présentez un peu les objectifs du webinaire. Ben, comme j'ai dit, il faut d'abord comprendre le contexte politique. Donc, on est dans un contexte politique de volonté exprimée par le gouvernement de réformer le dispositif APE. Et donc, c'est important de pouvoir situer le formulaire dans son environnement institutionnel et les décisions récentes, notamment des gouvernements. Et c'est de façon très pratique, découvrir le formulaire de répartition de la subvention, expliquer son fonctionnement, sa logique et quelques petites recommandations, points d'intention pour les employeurs. Et puis, on a aussi pour objectif de récolter vos questions parce que, comme je vous le disais, on ne répondra pas à tout, mais par contre, on est intéressé, euh, les gouvernements sont aussi intéressés à récolter les questions des employeurs. Donc, ça, c'est un point essentiel pour nous. Alors, par contre, ce que le webinaire ne fera pas, bon, d'abord, pas prendre évidemment des décisions à votre place. Chaque employeur reste responsable de ses choix et de ses arbitrages internes. Alors, on couvrira pas tous les cas enfin, on couvrira pas tous les cas particuliers. Je vous dirais même qu'on couvrira pas de cas particuliers, évidemment, parce que les situations pratiques sont tellement variables. Et puis, comme je le disais la première puce, ça relève des décisions de l'employeur et l'UNIPSO ne peut pas, hein, n'a pas vocation à intervenir là-dedans, puisque l'UNIPSO, elle représente, elle défend et elle informe les employeurs. Ça, c'est important. Mais par contre, elle n'est ni les gouvernements, ni l'administration. On essaye de vous défendre au mieux qu'on peut face aux décisions des gouvernements, qui rencontrent votre intérêt, etc. Maintenant, ce sont les gouvernements qui prennent les décisions finales et qui les endossent. Et donc, ben, pour conclure ces objectifs du webinaire, ben, vous dire que ici, ce formulaire, c'est une étape d'un long chemin, puisqu'il y a, un projet de réforme ambitieuse, donc un long chemin à parcourir avec encore beaucoup d'obstacles sur ce chemin. Et donc, on va vous dire, on est bien placé pour vous donner un état d'information, mais il reste encore beaucoup de questions ouvertes, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer avant que les APE soient réformés. Et donc, ben, comme le petit bonhomme sur l'image, vous risquez peut-être de sortir un peu perplexe de ce webinaire. On préfère vous avertir directement. Alors maintenant, je vais laisser euh, la parole à mon collègue Frédéric, qui va vous expliquer le contexte politique dans lequel s'inscrit le formulaire. Voilà. Donc, on va remonter inévitablement, vous l'avez dit, deux gouvernements, deux partenaires qui ont pris des dispositions relatives à la politique des APE dans le cadre de la DPR 2024-2029. À cet égard, que dit, on est reparti de là, la DPR 2024-2029 sur les APE, c'est le gouvernement entend s'appuyer sur le principe de transparence, de subsidiarité, d'égalité de traitement et d'efficience pour en revoir le fonctionnement et tendre vers une réelle égalité de traitement dans les différents secteurs. Donc, c'est des principes de bonne gouvernance, à estimer le gouvernement, qui devrait demain valoir à l'utilisation des APE. Le deuxième élément clé de la DPR porte sur le budget APE, qui va être transféré vers les ministres fonctionnels, ainsi que les moyens liés
à leur politique. Ça veut dire quoi? Autrement dit, ça veut dire que aujourd'hui, le ministre Géolet, ministre de l'Emploi, qui est compétent, dotation d'1,4 milliard que représente le budget APE, demain, d'ici la fin de la législature, on n'aura plus les compétences, puisque l'objectif de cette réforme est de transférer les budgets APE vers les ministres fonctionnels, partant du principe que de plus en plus, dans beaucoup de politiques, que ce soit de la région ou de la fédération Wallonie-Bruxelles, ces, ces budgets sont, participent de plus en plus à financer des politiques fonctionnelles et moins à financer des politiques de remise à l'emploi. Dès lors, il y a un accord des deux partenaires de gouvernement au sein de la région wallonne, mais aussi avec la fédération Wallonie et Bruxelles, pour donc dispatcher les moyens APE vers l'ensemble des politiques fonctionnelles afin qu'elles viennent consolider les politiques d'emploi dans les politiques fonctionnelles. Et donc, ce qu'il est prévu, c'est que, toujours dans la DPR, le ministre fonctionnel négociera avec les représentants de son secteur un décret. Alors, c'est le décret, on a mis un décret emploi, mais n'entendez pas comme un décret nécessairement un nouveau décret emploi dans son secteur, mais en tout cas veut s'appuyer sur les bases réglementaires dans chacun des sous-secteurs pour y insérer des articles qui viseraient à utiliser l'affectation de ces nouveaux ex-moyens APE. Alors, une fois que dans les politiques fonctionnelles, un nouveau décret réceptacle finalement sera adopté, que le budget sera objectivé sur base du cadastre de l'emploi APE, alors à ce moment-là, les budgets seront transférés dans chacune des politiques sectorielles et donc, comme je le disais, dévolus à l'emploi dans ce même secteur. Et donc, notre action s'inscrit pleinement aujourd'hui et le formulaire auquel vous allez être invité de compléter s'inscrit dans cet acte politique. Donc derrière l'acte administratif que fait passer le Forum, c'est bien un acte politique qui vise à un moment donné à participer à cette réforme. Je pense que c'est important puisque dans les documents qui ont été transmis, le ministre de l'Emploi n'a pas vraiment expliqué quelles étaient les intentions politiques et le Forum est resté dans ce rôle purement administratif. Il nous semblait bon que l'UNIPSO rappelle ce contexte dans lequel s'inscrit ce nouveau formulaire. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, on ne parle pas d'un cadastre où on doit répertorier des points ou, qui n'existent plus d'ailleurs, ou des emplois, mais des enveloppes budgétaires. Et dernier aspect qui est prévu dans la DPR, c'est pour ce qui concerne les secteurs relevant des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les gouvernements wallons et de la Fédération Wallonie-Bruxelles établiront l'accord de coopération, de collaboration permettant le transfert des budgets consacrés à l'emploi, qui relèvent des politiques régionales, vers les secteurs de la Fédération, les secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà, ça c'est le cadre de la DPR qui est le point de départ de tout le dispositif que l'on connaît aujourd'hui. Il s'en est suivi un positionnement de l'UNIPSO par rapport à cette intention politique. Pointant le fait qu'effectivement, on a déjà vu par le passé, à 3 reprises, des réformes qui ont été initiées. La dernière, c'est celle de 2022 qui avait abouti. Et on sait très bien qu'on a mis du temps avec le Forum à trouver le point d'équilibre et une forme de stabilité, si on veut, dans l'implémentation de cette nouvelle réglementation. Et c'est le point de départ, la clé de voûte, le positionnement institutionnel d'UNIPSO et de l'ensemble de ces fédérations, qui était de demander à ce gouvernement, s'il vous plaît, stabilité absolue, parce que fondamentalement, dans toute une série de secteurs, ces aides à l'emploi APE participent clairement à un financement stable, pérenne, structurel, et même parfois le pivot, la clé de voûte de la stabilité de la SBL au total. Mais on a aussi prévu que si toutefois, maintenant, dans l'hypothèse où le gouvernement opte pour une autre proposition qui était la stabilité, donc autrement dit le statu quo, nous exigerons d'être partie prenante d'une concertation préalable et fructueuse avec l'ensemble des représentants patronaux des secteurs concernés. À ce sujet, quelle a été la réponse du gouvernement par rapport à cela? Il y a, le 12 juin dernier, une note au gouvernement conjoint de la région et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
qui a été adapté et qui pose le problème de la manière suivante. On a repris les mots in extenso de la note au gouvernement. Le cadastre APE tel que disponible actuellement ne rattache aucun employeur à un ministre fonctionnel ou à un secteur. Ce premier élément est fondamental et c'était le fruit de la discussion qu'UNIPSO a eue avec les gouvernements, c'est-à-dire que jusque depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, le rapport d'activité que chaque employeur doit compléter sur le site du Forum, en fait, répond pas à l'objectif de la réforme de la DPR. Par contre, participait à résoudre ou à suivre la bonne mise en œuvre de la précédente réforme, celle de 2022. Donc, c'est l'UNIPSO lui-même qui a demandé et exigé des gouvernements que l'on change le cadastre parce qu'il ne permettait pas une objectivation, d'avoir une photographie la plus juste possible par rapport à la réalité des employeurs quant à l'utilisation des moyens APE qui leur sont dévolus. Et donc, les emplois, c'est une chose, mais l'affectation des moyens en est une autre. Vous êtes des gestionnaires, c'est pas à vous que je dois le dire. Alors, il est aussi indiqué dans cette note au gouvernement conjoint que le travail de rattachement fonctionnel du cadastre, c'est-à-dire l'identification des compétences fonctionnelles employeur par employeur, se poursuivra à l'initiative du cabinet du ministre de l'Emploi et en format kern des deux gouvernements en association avec l'UNIPSO. À cet égard, donc vous l'aurez compris par rapport à notre posture préalable, les gouvernements se sont entendus pour considérer qu'ils allaient mettre en place un intercabinet permanent gouvernement région wallonne, gouvernement fédération de Bruxelles, auquel, et le fait est suffisamment rare que pour être souligné, qu'un tiers externe au gouvernement puisse être de manière permanente associé à ce dispositif, et c'est l'UNIPSO. Ce qui nous permet, depuis le début de ce projet de réforme, d'essayer d'influer, influencer et d'anticiper au mieux l'ensemble des problèmes qui peuvent être rencontrés par les fédérations d'employeurs, par euh, vous-même comme gestionnaire. Ce qui fait, vous pouvez l'imaginer, des listes de to-do importantes qui ont été déposées dans ce lieu. Évidemment, nous, avec une posture de gestionnaire, les intervenants qu'on a en face de nous, les acteurs qu'on a intervenus autour de nous, sont, eux, une posture politique. Et donc, tout l'enjeu est d'essayer de raccoler les besoins des gestionnaires avec les besoins de l'objectif politique. Et ça donne lieu à énormément de réunions de travail, de questions et de points à traiter, ce qui fait aussi qu'il y a tellement de, de réponses à apporter à de questions que les gouvernements eux-mêmes aujourd'hui, dans la gestion globale de cette réforme, ont très très peu d'avance par rapport à ce qui se passe réellement à notre niveau. Donc c'est vrai que quand, comme employeur, on peut se poser des questions sur le futur, c'est difficile encore d'avoir l'ensemble des réponses parce qu'en fait, il y a encore des réponses à trouver pour des questions du moment présent. Alors, dans la note du gouvernement du 12 juin, très ambitieux, nos ministres, ils pensaient que il était possible de cadastrer la ventilation des moyens APE dans chaque politique sous-sectorielle d'ici le 17 juillet 2025. Nous étions le 12 juin. Autant vous dire que c'était peine perdue, surtout qu'il y avait un paquet de désaccords sur le format, sur les aspects de praticabilité, etc. Et donc, en fait, c'est seulement aujourd'hui qu'on est en train de mettre en œuvre cette décision en fait du 12 juin 2025. Parce qu'il a fallu convaincre le gouvernement de changer son fusil d'épaule, modifier la nature du cadastre, faire un nouveau développement informatique et puis travailler sur la communication que le Forum vous a transmise et puis en être à l'heure à laquelle nous nous parlons. Le cadastre sera alors ensuite affiné et précisé jusqu'au moment où les sommes à transférer, euh, transférées aux différentes politiques fonctionnelles seront définitivement arrêtées. Cette phrase est fondamentale dans la note au gouvernement conjoint parce que, évidemment, vous l'aurez compris, et ça doit être le stress d'un bon nombre d'entre vous et de nous-mêmes, puisque nous-mêmes, comme UNIPSO, avons des moyens APE, la photographie de 2024, OK,
mais c'est une réforme dont on parle en termes de d'entrée en vigueur pas avant 2027, voire 2028. Il y aura 3 à 4 ans qui se seront écoulés. Il est inévitable que l'eau a coulé sous les ponts et que les gestionnaires de l'ensemble des ASBL risquent, au regard de la gestion de leur réalité de terrain, du développement de leur activité, de la gestion de leur personnel et de leurs finances, ben, d'adapter l'affectation de ces moyens APE entre peut-être différentes activités. Et donc, il est important pour nous que cette photographie de 2024, d'aujourd'hui, qui a un objectif politique pour ouvrir les yeux aux différents ministres sur la réalité que représentent les moyens APE dans chacune des politiques fonctionnelles, puisse vraiment avoir un effet percutant chez eux. Encore ce matin, nous étions au cabinet Géolet, il y a des représentations assez erronées du poids des moyens APE dans certains sous-secteurs, ou dans certains secteurs, ils estiment qu'ils pèsent à la marge, alors qu'en réalité, les moyens APE représentent presque 50% des moyens des politiques fonctionnelles, voire parfois l'inverse. Donc, euh, donc, comme ils n'en sont pas conscients, c'est vraiment un travail d'éveil, de réappropriation de la réalité, de ce que composait le paysage finalement de l'emploi et des réalités d'emploi dans nos différents sous-secteurs. Donc, voilà à quoi aujourd'hui sert ce cadastre, ce formulaire sur lequel nous sommes tous amenés à le compléter d'ici le début du mois de décembre. Alors, dernier aspect, inévitablement, c'est gentil d'avoir associé une PSO, mais on ne veut pas non plus acheter un chat dans un sac et se rendre complice d'une réforme qui prendrait des accents que nous ne voulions pas. Et donc, à cet égard, l'ensemble de nos fédérations en conseil d'administration ont fixé 4 balises qui ont été des principes énoncés auprès des 2 gouvernements, sans quoi nous ne nous mettions pas autour de la table comme partenaires de cette réforme, qui était avoir une méthodologie qui repose sur de la concertation sociale. Et donc, nous avons obtenu la garantie, et c'est la preuve que nous sommes associés à l'ensemble du dispositif sur des aspects techniques, des points d'attention. Évidemment, les arbitrages politiques, elles relèvent d'un autre niveau que nous, et nous avons obtenu la garantie que la concertation sociale aurait lieu aussi dans un deuxième temps quand la réforme va avoir comme centre de gravité chacun des ministres fonctionnels. Deux, le centre de gravité est bien le ministre fonctionnel, dans le sens où, et on l'a encore vécu ce matin, on a un ministre de l'Emploi en région wallonne qui est très intéressé par l'ensemble des politiques fonctionnelles de l'ensemble des niveaux de pouvoir de ce pays et qui aimerait bien déjà orienter et conditionner l'affectation de ces moyens à certains types de critères dans les politiques fonctionnelles. Euh, Là-dessus, à cet égard, les choses se sont un petit peu recadrées et effectivement, le centre de gravité, ce seront bien les ministres fonctionnels et c'est eux qui décideront de l'affectation de ces moyens en concertation avec leur secteur, et ce n'est pas le ministre de l'Emploi en région. La troisième, nous l'avions dit, pour maintenir notre place autour de la table, nous voulions le maintien, l'immunisation du budget global des APE relatifs au secteur associatif non marchand. On aurait évidemment souhaité que ce soit également pour les secteurs publics, mais vous l'avez lu ou pas, ou entendu, ce conclave budgétaire a immunisé le secteur non marchand associatif, mais il va y avoir des économies substantielles dans les différents secteurs non marchands publics, dans donc les territoires, donc dans les communes, les CPS, mais aussi dans les différentes administrations publiques des 2 niveaux de pouvoir et au sein même du forum. Et le quatrième critère, c'était que vous avez entendu de la part du ministre de l'Emploi, il souhaitait que les moyens APE dans les politiques fonctionnelles soient réalloués en fonction de secteurs dits prioritaires. Et donc, sous-entendu, il y aurait des secteurs non prioritaires. Pour nous, il était hors de question de considérer qu'il y aurait des secteurs non marchands de première classe et des autres de seconde classe. Et donc, on a souhaité la solidarité intersectorielle de l'ensemble des secteurs non marchands. Ces critères ont été des balises déposées, elles ont été acceptées, ce qui fait que nous sommes autour de la table pour, jusqu'à présent, accompagner cette réforme. Voilà un petit peu
les différents éléments de contexte qui expliquent d'où on vient la DPR et comment on se retrouve, nous, UNIPSO, dans cette dynamique aujourd'hui et pourquoi c'est ce formulaire-ci et pas le précédent formulaire que vous avez connu qui fait aujourd'hui référence dans le cadre de cette réforme. Et donc maintenant, au terme de ce premier temps de contexte politique, on vous propose, le cas échéant, si nécessaire, de poser vos questions dans la rubrique Q&R et sur cette base-là, on va prendre quelques minutes pour répondre à l'essentiel de vos questions. Pour rappel, Frédéric l'a expliqué, si vous voyez passer des questions qui vous semblent les plus pertinentes, ou en tout cas qui sont similaires à celles que vous auriez souhaité poser, ne la reposez pas, mais likez-la et nous prendrons les 3-4 questions les plus représentatives de cette assemblée. Voilà, je vous remercie. Je laisse encore 1 ou 2 minutes le cas échéant pour que vous puissiez poser une question. Et après, on entrera dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment remplir ce formulaire. Voilà, je vais répondre à une première partie de questions. Donc, il y en a une sur le timing qui porte sur la réforme APE prendrait-elle du retard? Point d'interrogation. Elle est prévue pour 2027. Est-ce réaliste? Peut-on espérer un report? Alors, peut-être pour préciser cet aspect-là, donc, lorsque ce sera dans la phase de clôture du formulaire, ça va générer un cadastre, un fichier source. Ce fichier source va être mis à la disposition de l'ensemble des ministres fonctionnels et ils vont commencer sur cette base-là à avoir une représentation de ce que c'est ce montant et potentiellement, sur cette base, mettre les partenaires sociaux de leur secteur, en tout cas les fédérations d'employeurs concernés autour de la table, pour voir euh, ben, quel type d'affectation on peut espérer. Est-ce qu'on fait un statu quo? Est-ce qu'on fait une évolution? De quelle nature? Voilà. Et ça va prendre tout un temps de concertation et d'appropriation des réalités de l'emploi dans chacun des sous-secteurs.
Alors, la question, est-ce que c'est réaliste? Là, en tout cas, ce qu'espère le gouvernement, des échanges que nous avons avec eux, c'est qu'au plus tard, le 31 décembre 2026, donc dans un peu plus de 12 mois, il y ait, dans chacun des sous-secteurs, un préaccord et un début de texte législatif pour être le réceptacle de ces moyens APE dans chacun des politiques fonctionnelles. Et donc, si l'accord est qu'il y a un début d'écriture législative euh, d'ici fin 2026, il est évident que le transfert de l'enveloppe ne sera pas au 1er janvier 2027, mais qu'il sera probablement courant 2027 ou au plus tard fin de l'année de 2027. Ça, c'est des éléments sur lesquels on a pu s'entendre avec les gouvernements. Ce que cherche le ministre de l'Emploi, c'est de faire en sorte de mettre en mouvement, courant l'année 2026, l'ensemble des ministres fonctionnels sur chacun de ces sous-secteurs pour que d'ici décembre 2026, il y ait un début de réponse juridique, je dirais, d'adaptation des décrets fonctionnels. Et donc peut-être, oui, il pourrait y avoir seulement un transfert de l'enveloppe au 1er janvier 2028 ou au 1er juillet 2027. Ça, c'est possible et je pense que les gouvernements sont assez conscients et réalistes de cela. Et quand on transférera les moyens, euh, plusieurs se disent autour de la table, les deux gouvernements, qu'il n'est pas exclu même qu'on doive peut-être avoir une période de transition, de standstill pendant peut-être 1, 2 ou 3 ans, de manière telle à ce que la réforme, une fois que les moyens sont transférés, puisse s'opérer de manière par étapes ou prenne le temps. Voilà. En tout cas, il ne semble pas autour de la table qu'il y ait une volonté d'un grand soir au 1er janvier 2027. Ça, on ne devrait pas le connaître. Alors, il y avait une question qui était un peu en lien. Euh, Est-ce que la volonté du gouvernement d'intégrer cette subvention à nos agréments? La réponse est oui, clairement. C'est la volonté exprimée en tout cas par les ministres, la plupart des ministres de tutelle qu'on a rencontrés, c'est bien leur idée, mais on le redit, ils souhaitent d'abord se concerter avec les secteurs. Euh, ce cadastre ne serait-il pas un moyen pour le gouvernement de sabrer dans les financements des activités non agréées? Alors, on n'est pas le gouvernement wallon, on n'est pas le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais ce que l'on peut dire à ce stade, c'est que vous l'avez vu, il y a différents euh, parties à ce formulaire. Et la deuxième partie, si vous regardez bien, en fait, on essaye d'assimiler des activités pour lesquelles il y a des moyens APE à la première partie du formulaire qui porte sur les agréments. Et l'idée, c'est de surtout d'assimiler ça pour que ces moyens APE-là puissent absolument glisser vers des politiques fonctionnelles et ne pas être dans une zone de no man's land qui laisserait éventuellement des opportunités politiques de re-questionner l'opportunité de financer tel projet ou tel autre. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors, quid de la catégorie 3? Alors, dans la catégorie 3, là, il faut, vous le verrez, se rattacher à un ministre fonctionnel et décrire un peu son activité. Et là, sur cette partie 3, nous avons eu ce matin, pas plus tard que ce matin, un engagement du ministre de l'Emploi que l'UNIPSO aurait accès au cadastre et donc à celles et ceux qui ont mis des moyens dans la catégorie 3 et qu'il y aura un dialogue qui serait ouvert avec nous quand à leur juste affectation et pour confirmer en tout cas ce que chacun aura pointé dans le questionnaire. Donc, ce que je retiens de cela, c'est qu'il n'y a pas en tout cas une volonté à ce stade-ci de sabrer, mais c'est surtout de se réapproprier au plus juste la réalité de l'affectation des moyens. Après, il n'est pas exclu qu'il y ait des arbitrages politiques, non pas dans l'enveloppe globale, mais peut-être dans des affectations de moyens entre les sous-secteurs, ce qui me permet de revenir sur la question de qu'est-ce que vous considérez comme association première classe et deuxième classe. En fait, le ministre de l'Emploi, depuis le début
de la législature, même si ce n'est pas marqué dans l'accord de gouvernement, considère qu'il y a des secteurs qui devraient mériter davantage d'aide et de moyens APE et d'autres peut-être moins. Et ce que nous disons, non, aujourd'hui, si on a la réalité que l'on connaît, eh bien, elle répond quand même à des choix politiques et pas l'effet du prince. Et donc, ça participe clairement aujourd'hui à consolider, structurer et financer des politiques fonctionnelles. Et il n'y a pas à considérer ou à opposer que la politique culturelle est moins importante que la politique de la petite enfance ou que la politique de handicap est moins importante que la politique de l'enseignement. Et donc, non, il n'y a pas d'arbitrage de cette nature à faire. Tout le monde est à considérer sur le même pied d'égalité. Voilà pour une première batterie de réponses. Fred, je te passe la parole peut-être pour répondre sur la question liée aux pouvoirs locaux et peut-être sur cette dernière question-ci. Donc, concernant les pouvoirs publics et les pouvoirs locaux, euh, en fait, euh, en fait, c'est la même chose pour eux, le formulaire. Donc, on va rentrer dans le formulaire tout de suite après, mais c'est la même logique. Comme les pouvoirs locaux et les pouvoirs publics sont également pouvoirs organisateurs d'activités agréées, voire d'activités pas agréées, mais similaires à l'agrément ou d'autres activités euh, non marchandes, eh bien, elles remplissent également ce formulaire. Si une partie de leurs APE servent pour le fonctionnement, je dirais, par exemple, de la commune ou du CPS, je vais dire du premier métier, eh bien, ils pourront se référer à la compétence fonctionnelle dans la troisième question des pouvoirs locaux. Mais donc, c'est la même chose à ce sujet-là. Et alors, il y avait aussi une question euh, qui demandait si les montants déclarés par type d'activité seront mis en collaboration avec le nombre de travailleurs déclarés sous statut APE dans la DMFA. Alors, je ne crois pas qu'il y aura un croisement DMFA avec, avec ce formulaire. Euh, on a préféré prendre l'option de répartir la subvention plutôt que des travailleurs, tout simplement parce que depuis la réforme APE, on peut ajouter à la liste des travailleurs, euh, on peut compléter la liste des travailleurs, on peut l'étoffer, hein, pour autant qu'on respecte la condition de un jour, un engagement d'un jour comme demandeur d'emploi inoccupé, on peut mettre des travailleurs sur la liste. Ce qui fait que la subvention qu'on a reçue au départ, elle va peut-être se répartir entre plus de travailleurs qu'au départ. Et donc voilà, c'est pour ça on n'a pas voulu prendre la logique travailleur, mais plutôt la logique subvention. Je propose peut-être, il y aura encore. Ah, voilà, voilà, on va encore reprendre des questions alors. Pas plus de 5 minutes parce qu'à 45, on pense que c'est utile de rentrer dans le formulaire. Il y aura encore la possibilité de poser des questions par rapport au futur à la fin de la séance. Alors, euh, il y a une question qui dit, vous avez dit que le secteur non marchand associatif était complètement immunisé. Oui, budgétairement parlant, c'est exact. Le gouvernement a immunisé l'ensemble des subventions liées au secteur non marchand associatif. En tout cas, 2026, c'est très clair, c'est ce qu'est le cas la décision du conclave. Est-ce que cela signifie que les APE pourraient changer à chaque législature en fonction du ministre? Non. Donc l'idée, c'est bien que sous cette même législature ici, on transfère les moyens vers les politiques fonctionnelles. Donc ça veut dire que si dans votre sous-secteur, il y a 3 millions d'euros qui participent à financer des emplois APE, ces 3 millions d'euros vont quitter le ministère de l'Emploi et vont aller peut-être, si vous relevez des compétences de la VIC, à la VIC ou au ministère de la Culture, si vous relevez de la Culture, ou à l'ONE, dans le budget global de l'ONE. Et ils vont créer une allocation budgétaire spécifique comme réceptacle de ces moyens. Et il y aura un accord de coopération qui garantira le flux annuel de ce montant indexé
année après année vers cette allocation budgétaire. Donc, c'est vraiment 1,4 milliard de budget global de politique d'aide à l'emploi qui va glisser vers l'ensemble des ministres fonctionnels des deux niveaux de pouvoir. Mais au départ, toujours du budget global de la région wallonne. Donc voilà, mais une fois qu'ils sont figés, les montants sont figés par secteur, ça rentrera dans le budget global d'une politique fonctionnelle d'un secteur et à charge alors le ministre à modifier son décret sectoriel pour permettre de liquider ces moyens-là. Alors soit dans une logique de statu quo par rapport à aujourd'hui, soit en profitant de ces moyens pour peut-être les redistribuer, les réallouer de toute autre manière entre ceux qui en ont, ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est le débat que chaque fédération sectorielle aura avec son ministre de tutelle. Alors, comment pérenniser une subvention lors d'un changement de ministre? Est-on sûr de conserver les moyens APE ou faudra-t-il être en négociation, justification perpétuelle? Je pense que je viens d'y répondre. Non, ils seront pérennisés dans des bases décrétales sectorielles. Et donc, quelque part, ça permet, si on veut pousser un peu le bouchon un peu plus loin, ça permet même d'assurer une forme de sécurité juridique quant à l'affectation des moyens. Aujourd'hui, quand dans un secteur, on ne sait pas 100% justifié, ben, les moyens, ils retournent soit à la trésorerie globale de la région wallonne, soit dans c'est ce qu'on appelle les indus, soit dans la politique fonctionnelle de l'emploi, et elles sont réallouées à d'autres politiques. Demain, non, ces moyens-là resteront, même si on ne sait plus les justifier, resteront dans la politique globale de l'emploi de ce secteur-là. Alors, ce nouveau cadastre pourrait-il modifier les subventions ou les politiques de financement? Alors, le cadastre ici, il ne permet juste qu'à identifier des enveloppes budgétaires à affecter demain à des politiques fonctionnelles. Euh, mais effectivement, dans les décrets sectoriels et réceptacles, peut-être que ça aura un impact sur aujourd'hui la manière dont euh, euh, l'emploi est financé ou, et peut-être, oui, dans les modes de justification de financement de ces emplois. Ça, c'est possible. Mais honnêtement, ce n'est pas encore des questions du tout qui ont été abordées. Alors pourquoi avoir choisi l'année 2024 et pas 3 années comme dans la réforme précédente? Parce qu'on ne parle que de montants et pas des ETP exactement. On parle des montants. Voilà. Et donc, c'est le montant alloué aujourd'hui à votre association que vous retrouvez chacun sur votre formulaire comme point de départ. Alors, on a nos contrôles APE déjà en cours, absolument, oui. Quels sont les objectifs de ces contrôles à ce stade du processus? Bah donc, la législation prévoit qu'il peut y avoir des inspections dans toutes nos politiques fonctionnelles, mais aussi au départ du ministre de l'Économie ou du ministre de l'Emploi ou de l'ONSS. Mais effectivement, aujourd'hui, on est dans une conjoncture un peu particulière où je vais faire une minute politique, puisque j'ai dit au ministre de l'Emploi, je peux vous le dire à vous, nous considérons aujourd'hui que les contrôles, la manière dont ils sont opérés, s'ils ont leur légitimité sur la manière dont ils le sont, nous semble disproportionné au regard de l'objectif à atteindre et jette une forme de suspicion et de doute quant à la bonne gestion par les employeurs de leurs moyens en mettant une pression inconsidérée sur les travailleurs. Et donc, ça ne nous semble pas opportun de créer un climat favorable, positif et de confiance des employeurs à l'égard de la réforme qu'il met en place. Mais vous devez savoir que si je fais une minute politique, le ministre Géolet, il s'en est jamais caché depuis le début de la législature, comptait bien euh, faire des économies, pas que dans les APE pouvoir public, il espérait aussi en faire dans le secteur associatif non marchand, mais le gouvernement en a décidé autrement. Et vous aurez remarqué qu'il a augmenté l'enveloppe des indus, donc des récupérations pensibles, et la manière de les récupérer, ben, c'est notamment par des contrôles, partant du principe de l'idéologie politique qu'il y a des abus dans nos secteurs. Donc voilà, c'est ce qu'on peut dire à ce stade-ci. Le budget Région Wallonne 2026 prévoit une récupération d'indus au niveau de voilà, 15 millions. Le non-marchand est épargné. Oui, mais donc chaque année, vous devez savoir qu'il y a des indus. Donc, il y a des associations qui font faillite, il y a des associations qui n'arrivent pas à justifier le volume global de l'emploi. Et de manière globale, si on regarde sur les dernières années, il y a autour de 10 millions d'euros
d'indus. Ils sont récupérés tous les ans par la région wallonne. Et cette année-ci, il y a 15 millions. Et donc, ça laisse sous-entendre effectivement la volonté du ministre, à travers ses contrôles, de pouvoir en récupérer davantage. Mais sur l'enveloppe globale, le budget global et sur le budget à affecter à chacun des projets APE dans chacune des associations, le budget est immunisé à la base. Il est immunisé. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, la question de récupération des indus n'a rien à voir avec une stratégie d'économie. C'est juste l'application de la législation et le constat qu'il y a peut-être des employeurs qui, ben voilà, comme il y a de la fraude sociale, il y a de la fraude fiscale, il y a de la fraude. Voilà, ça existe, ça a toujours existé, de manière volontaire ou involontaire, et voilà, l'inspection fait le job. Alors, il y avait une dernière question. Est-ce que la présentation PowerPoint sera envoyée aux participants par la suite? Oui, on mettra donc la présentation est enregistrée et la présentation PowerPoint sera mise à disposition. Selon des modalités encore à définir, on vous tiendra informé. Voilà, on va passer à la deuxième partie. Merci. Donc, je vais reprendre la parole sur le formulaire de répartition de la subvention APE, annexe 2, parce qu'elle a été faite sous la forme d'une annexe au rapport d'activité. Alors, tout d'abord, ben, le sens de la démarche. C'est vrai que juridiquement, c'est un rapport d'activité, ça a le statut du rapport d'activité qui est une obligation euh, que les employeurs doivent remplir dans le décret APE. Euh, mais pour nous, c'est un complément stratégique au rapport d'activité 2024 avec une portée politique majeure. Comme on vous a dit, pour les gouvernements, ben, ça permet d'estimer la répartition des enveloppes budgétaires entre les ministres, qui vont avoir une idée de ce que représente dans leurs différentes compétences, de ce que représente l'APE. Et pour les employeurs, ben, vous l'avez compris, c'est une étape, c'est pas l'étape définitive, mais une étape vers le transfert dans les politiques fonctionnelles. Donc pour nous, c'est un des messages clés de cette présentation. Ce n'est pas une simple formalité administrative comme le rapport annuel, mais c'est quand même un outil de pilotage politique et sectoriel. Alors, le formulaire et son importance. Alors, le formulaire, ben, il engage l'association. Hein, on l'a vu, il est lié à l'obligation de rendre un rapport d'activité. Euh, et donc, nous recommandons de ne pas laisser la main, je vais dire, que aux responsables administratifs de l'organisation, mais d'impliquer les directions et les organes d'administration. Euh, Parce que voilà, on valide quand même des choix, même si évidemment on doit se baser sur la réalité 2024, mais la répartition que vous allez faire va avoir son importance pour l'association. Alors, attention, donc quand on a dit qu'on était sur un cadastre évolutif et que ce n'était pas la dernière étape, que il y aura donc une étape de mise à jour tant sur sur la répartition si nécessaire, mais également aussi sur le montant, puisque là, évidemment, on met le montant en 2024. Le montant, il a été indexé en 2025. En principe, il sera indexé en 2026. Ne me demandez pas le pourcentage d'indexation, je ne le connais pas encore. Il peut y avoir d'autres événements aussi euh, qui modifient ce montant de la subvention. Par exemple, quelqu'un qui aurait une sanction définitive. Une sanction, ça peut être une perte de subvention, par exemple. Ben, elle serait impactée dans le montant transféré. Alors donc, comme on l'a déjà dit, on répartit la subvention, toute la subvention doit être affectée dans une des trois catégories, on va y revenir. Sinon, on ne peut pas valider son formulaire. Donc, la subvention et pas les emplois. Alors, évidemment, chaque employeur ben, doit
compléter selon sa propre réalité, hein, son organisation, ses missions, ses priorités. Alors, les activités concernées. Euh, Comme mon collègue Frédéric vous a dit, ben, ce que l'UNIPSO a poussé, justement, c'est que l'on prenne en compte euh, l'ensemble des activités qui sont financées par l'APE, ou des travailleurs APE, en tout cas, participent. Donc, on ne voulait pas qu'il n'y ait que, par exemple, les agréés qui soient pris en compte, ou qu'on ait des règles comme, je sais pas moi, l'accessoire sur le principal. Donc, imaginons que on ait un agrément principal et puis des activités accessoires, mais qui n'ont rien à voir avec l'agrément, et que ces activités suivent l'agrément principal. On n'a pas voulu ça. On a voulu que les employeurs euh, puissent aussi justifier ces activités, puisqu'elles ont un intérêt pour les bénéficiaires, pour le secteur non marchand en général. Et donc, c'est ça qu'apparaissent trois catégories. Il y a les activités agréées, il y a les activités similaires à des agréments. Donc, chaque fois que je vais dire agrément, il faut entendre aussi reconnaissance, qui est une modalité un peu différente, voire autorisation. Hein, mais grosso modo, l'idée est la même. Euh, donc, on a des activités aussi qui sont similaires à des agréments, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'agrément officiel ou la reconnaissance ou l'autorisation, mais en fait, ce qu'on fait, c'est la même chose. Par exemple, parce qu'il y a un moratoire, parce que euh, l'association n'a pas demandé l'agrément, parce qu'elle se finance justement avec des APE, etc. Il y a tout un tas de situations. Euh, et puis, le troisième type d'activité, c'est celles qui ne rentrent pas dans le 1 ou le 2, donc les activités qui sont pas agréées, qu'on ne peut pas assimiler à un agrément, mais qui sont financées à l'aide d'APE, c'est-à-dire qu'il y a des travailleurs APE qui y participent. Alors, chaque activité doit être située dans un cadre de référence. Ben, quand on est dans les activités agréées ou reconnues ou autorisées, c'est facile, j'ai envie de dire, le cadre de référence, il est là. Quand on est dans une activité similaire à une activité agréée euh, ou autorisée, c'est facile aussi puisqu'on se réfère au même cadre. Euh, c'est plus difficile, évidemment, pour les activités non agréées. Et là, on doit se situer dans une compétence fonctionnelle plus large, qui ressemble plus aux compétences qu'on doit indiquer dans le rapport d'activité courant. Je vais y revenir sur cette notion-là. Et donc, le message clé qui constitue un acquis important pour l'UNIPSO, c'est que tout ce qui est financé par APE doit être pris en compte sans exception. Alors, avant de se précipiter pour remplir et envoyer le formulaire, évidemment, on conseille certaines démarches. Bon, d'abord, bah, comme c'est la photo de l'année 2024, bah, il est utile aussi euh, de voir quels travailleurs étaient actifs en 2024. Et donc, dans votre espace, bah, vous pouvez, dans la liste de travailleurs, évidemment, configurer pour voir les travailleurs qui étaient actifs au 31/12/2024 pour avoir la liste des travailleurs. Ça peut vous aider pour voir dans quelles activités vous situez. Il y a également, et j'ai repris d'ailleurs euh, dans la présentation ici certains éléments, il y a également le Forum, donc euh, qui a rédigé un document qui s'appelle APE 2022, document informatif, et donc que vous avez reçu et qui explique comment remplir le formulaire que vous avez reçu et qui, lui, se trouve dans vos messages. Vous voyez voyez la fenêtre en bas. La fenêtre ne va pas jusqu'au bout, mais après, il y a un petit œil hein, qui permet de voir le document et le télécharger en PDF. Et ce qui est intéressant dans ce document, c'est qu'il y a la liste des agréments en reconnaissance d'autorisation et des compétences fonctionnelles.
compétences fonctionnelles, donc c'est bien pour la question 3, c'est bien pour les activités euh, non agréées ou qui ne ressemblent pas à un agrément. Euh, et donc, il peut être utile de les imprimer et de regarder un peu avant parce que après, dans le menu déroulant, c'est moins commode. Et donc, effectivement, ben, avant, faites votre répartition, je dirais, sur un papier avant. Effectivement, ben, comme on vous a dit, c'est une répartition qui a son importance. Donc, il peut être utile aussi euh, de d'impliquer plus largement que la personne responsable de l'administration de votre association et pour voir quelles sont les activités agréées, similaires ou non agréées ni similaires exercées par les travailleurs de la liste en 2024 euh, préalablement ou, si on est dans la question 3, hein, les rattacher à une compétence fonctionnelle. Alors, pour vous aider à répartir la subvention, il y a des éléments qui peut-être peuvent vous aider, voilà, hein, voir s'il existe une répartition dans les contrats de travail ou dans les avenants de vos travailleurs APE, euh, ce que vous avez déclaré à d'autres pouvoirs subsidiants, après une nuance à ça en fin de présentation, ce qui est par exemple indiqué dans d'autres documents officiels comme les rapports d'activité ou non, les organigrammes, les descriptions de fonctions, et tout simplement en fonction de la réalité du travail et de l'entreprise, comme je le dirai après aussi, on travaille rarement avec des timesheets, hormis sur certains projets européens d'ailleurs, il y a peu d'administrations qui l'exigent. Donc, il est difficile de répartir au dernier carat et donc il faut dans certains cas estimer. Alors, ben, où trouver le formulaire, hein, là, on est sur l'explicatif du forum. Quand vous introduisez dans votre espace personnel, hein, que vous y arrivez via It's Me, puis après on vous demande un code 8 chiffres et vous arrivez sur cette fenêtre, eh bien, ils ont créé un petit cadre, un petit rectangle spécifique, rapport d'activité annexe 2, et c'est là qu'on a le formulaire. Euh, Comme je vous disais, par contre, pour aller chercher l'explicatif, là, il faut aller dans les messages. Vous voyez en haut à gauche, là, dans les messages, dans les derniers messages que vous avez reçus. Une fois qu'on a le formulaire, ben, on a les trois questions. La première question, votre structure affecte-t-elle toute partie de sa subvention APE à des activités qui s'inscrivent dans une ou plusieurs agréments, reconnaissance, autorisation dont elle bénéficie? J'ai été voir préalablement si mon agrément était bien sur la liste. Pour aller plus rapidement, je peux taper R, comme ça, il y a tous les agréments de la région Wallonne, ou C pour les agréments de la communauté française Wallonie-Bruxelles. Et alors, ceux qui paniqueraient en disant, ou j'ai imprimé la liste préalablement, ou j'ai regardé dans le menu déroulant, mais je ne trouve pas mon agrément, on a essayé d'être exhaustif, mais il se peut qu'on ait oublié. Et donc, il y a un cadre autre, on va voir après, si on tape le A, un cadre autre qui s'affiche, et je vais pouvoir compléter alors mon agrément qui a été oublié dans la liste. Alors, vous voyez aussi que il y a un bouton à droite, Ajouter. Ça veut dire que si vous avez 10 agréments, c'est à mon avis rare, mais bon, si vous avez 10 agréments, pas de souci. Vous pouvez ajouter autant d'agréments que vous le voulez, à chaque fois, alors en affectant une partie du montant. Donc après, vous affectez la partie du montant concerné. Si vous n'avez pas d'agrément, c'est zéro, c'est zéro. On passe à la question 2. Et vous voyez qu'il y a un solde qui se calcule. On part du montant total, qui est le montant 2024, et chaque fois, on déduit ce que vous indiquez. Si vous indiquez évidemment la totalité, ben, le solde sera égal à zéro. Si vous avez indiqué 50%, le solde sera égal à 50%.
Donc, ça doit toujours être un montant positif, évidemment. Et comme je vous le disais, là, ça reprend ce que je vous disais. Donc, vous pouvez toujours ajouter, une fois que vous avez complété un premier agrément, ajouter un second agrément. Ici, vous avez l'exemple où vous n'avez pas trouvé l'agrément dans la liste et donc vous devez mettre dans l'agrément de connaissance autorisation autre. Et là, il y a un cadre qui apparaît alors et vous avez un champ que vous pouvez remplir manuellement. Voilà. Donc, si vous n'avez pas, et donc autre, euh, l'autre, c'est pas parce que vous n'avez pas d'agrément reconnaissance autorisation. C'est vous avez un agrément, une reconnaissance, une autorisation, mais vous ne la trouvez pas dans la liste, puisque après, dans le champ hors agrément, on a la question 2 et la question 3. Donc, pour la deuxième question, c'est le même principe. Et donc là, c'est la situation où je vous ai dit, comme je vous disais, vous ne bénéficiez pas officiellement de l'agrément reconnu, autorisé, euh, qui se trouve dans la liste, mais par contre, vos activités sont tout à fait similaires. Dans ce cas-là, eh bien, c'est la même démarche, vous avez le même choix dans la liste. Par contre, subtilité, il y a un rectangle en plus. Là, on vous demande d'indiquer en fait la source juridique. La source juridique, en fait, ça veut dire un peu la, la source de financement ou la nature de votre lien. Par exemple, si c'est une convention, si on est dans le cadre de subventions facultatives, si c'est juste de l'APE, si c'est un appel à projet. En fait, pourquoi on demande ça? C'est parce que là, ça a été intégré en pensant à l'après. C'est-à-dire que là, on s'est dit, ben, ça permettra à un ministre fonctionnel de regrouper certains employeurs. Par exemple, tiens, ils ont tous participé à l'appel à projet un tel. Donc, ça permet de les regrouper. Et bon, là aussi, même principe, hein, on affecte les montants à l'activité et s'il reste un solde, on continue et on va à la question 3. Sachant qu'évidemment, on peut s'arrêter, pour certains, on va s'arrêter à la question 1 et tout sera affecté. Pour certains, il y aura la 1 et la 2. Pour d'autres, que la 2. Tout le monde n'ira pas à la troisième question. La troisième question, c'est un peu la question résiduelle. Donc, votre structure affecte-t-elle tout ou partie de sa subvention APE à d'autres activités qui ne s'inscrivent pas dans un agrément reconnaissance autorisation? C'est-à-dire que ces activités n'ont pas la reconnaissance formelle et ne sont pas similaires à une activité agréée, reconnue ou autorisée existante. Et donc on, là, il faut décrire les activités, mais il faut obligatoirement donc décrire manuellement, hein, il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas, il y a pas de liste arrêtée, mais par contre, on est obligé de l'affecter à une compétence fonctionnelle, parce que l'ensemble des APE seront transférés ultérieurement à des ministres fonctionnels. Il n'y a pas des APE résiduaires qui restent au ministre de l'Emploi, en tout cas, c'est pas ce qui est prévu. Et donc, il faudra sélectionner un type d'activité. Bon, c'est quoi ces compétences fonctionnelles? En gros, on retrouve les mêmes compétences que vous devez indiquer dans le rapport d'activité. C'est une mention qui existait dans le rapport d'activité, qu'on a croisé avec chaque fois en début de législature. Ben, il y a les compétences des différents ministres qui sont publiées dans un arrêté ministériel, sont croisées avec ces compétences-là, et qu'on a parfois un peu vulgarisé, je dirais, euh, parce que la façon dont elles sont définies dans l'arrêté ministériel, enfin, libellées dans l'arrêté ministériel, était particulièrement complexe. Alors, une fois que vous avez ajouté ça,
à la fin, parce que la façon dont elles sont définies dans l'arrêté ministériel, enfin, libellées dans l'arrêté ministériel, était particulièrement complexe. Alors, une fois que vous avez ajouté ça, à la fin du formulaire, évidemment, vous devez clôturer le formulaire. Ça veut dire que vous avez effectivement affecté 100% de votre subvention à l'une ou l'autre de ces trois questions. À la fin, c'est une déclaration sur l'honneur. C'est la même déclaration sur l'honneur, c'est le même libellé que pour le rapport d'activité annuel. Il y a le bouton sauvegarder qui permet de sauvegarder si vous avez déjà y travaillé et si vous y avez déjà travaillé, pardon, et que vous n'avez pas clôturé, ou si vous voulez le soumettre à quelqu'un avant de clôturer, etc. Donc, on sauvegarde, ça veut dire qu'il n'est pas envoyé au forum et qu'il n'est pas euh, validé. Évidemment, si l'ensemble de la subvention n'est pas justifié, le formulaire ne pourra pas être envoyé de toute façon. Euh, et donc, ben, rappeler que c'est une obligation, hein, ça a été inscrit comme cela, ça a été publié au Moniteur belge, c'est une obligation de le remplir. Et le cas échéant, mais pas l'objectif, le cas échéant, s'il ne le remplit pas, ben, on peut avoir une des sanctions prévues dans le décret. L'objectif, évidemment, étant que tout le monde remplisse ce formulaire pour avoir une idée de la répartition des APE. Alors, quelques recommandations, même si c'est pas un exercice facile, parce que j'ai dit, vous avez la responsabilité, je dirais, il n'appartient pas à l'UNIFSO de dire comment est-ce qu'on remplit dans telle ou telle façon, hein. Euh, oui, comme je disais, ben, parfois il y a certaines administrations qui imposent une manière de déclarer les APE, mais qui ne correspondent pas à la réalité. Donc, euh, par exemple, hein, pour se faciliter la vie, ben, on dit ben, vous n'avez qu'à diviser le montant de la subvention APE par le total de la liste de travailleurs. Comme ça, on détermine un montant par équivalent temps plein. C'est pas pour ça que ça correspond vraiment à la manière dont il est affecté en pratique, quoi, dans la réalité. Euh, alors, une question qui revient souvent, ben, certaines fonctions sont transversales à plusieurs agréments, activités de l'association. Comment, comment les répartir? Ben, voilà, le conseil, c'est les répartir au mieux. Encore une fois, on est peu à travailler avec des timesheets. Et par ailleurs, c'est pas du tout une obligation euh, en matière d'APE, etc. Et donc, on doit essayer de le faire au mieux. Alors, il y a une interdiction qui subsiste dans le décret. Les APE ne peuvent pas affecter, de ne pas affecter des APE, être affectés à des activités marchandes ou commerciales. Donc, soyez prudents à ce niveau-là. Alors, ça aussi, mais ça, c'est si c'est possible ou pas. Euh, donc, il y avait une question qui disait, ben, est-ce que c'est pas une occasion pour le gouvernement de supprimer les APE dans des activités qui ne sont pas agréées? On n'a pas de raison de le croire, mais c'est, c'est, c'est- ce sera plus difficile à classer qu'évidemment que les activités qui sont dans la question 1 ou question 2. Donc, si on peut aussi s'assimiler à un agrément, c'est peut-être plus facile. Mais voilà, c'est pas toujours possible et on prend en compte l'ensemble des activités. Certains points d'attention, outre ce que j'ai dit avec les activités marchandes, il y a un point dans le décret APE euh, qui va un peu à l'encontre de l'esprit de la réforme, de la réforme Montréal, mais qui est une réalité. Donc, c'est un point de l'article 43, donc, dont les obligations de l'employeur, c'est d'affecter les travailleurs APE aux activités d'intérêt général, donc aux activités d'intérêt général, pas les fonctions, qui sont reprises dans les anciennes décisions. Les décisions PE qui étaient antérieures à la réforme de 2022. Vous le savez, ben, vous avez reçu une décision unique, euh,
une décision unique lors de cette réforme. Eh bien là, cet article, discutable selon nous, mais permet de revenir aux anciennes décisions. Donc, attention aussi à, à ne pas déclarer des activités dont le forum n'a pas eu de connaissance ou dont l'administration de l'emploi, puisque avant c'était l'administration de l'emploi qui gérait les APE, n'ait pas eu connaissance. C'est quelque chose aussi qui est susceptible d'être inspecté à l'heure actuelle. Il y a le problème pour certains agréments fédéraux qu'on ne retrouve pas, par exemple les ONG. Donc, il faut leur trouver une compétence fonctionnelle, par exemple les relations internationales chez le ministre-président. On peut parfois avoir du mal à s'y retrouver. Euh, donc l'important, c'est qu'une fois qu'on aura rempli le formulaire, qu'on aura une vision, c'est aussi et même avant, de se concerter avec sa fédération pour qu'elle vous soutienne bien, euh, faire en sorte que vous ne soyez pas des oubliés dans le transfert et que vous soyez bien à une place, à la place que vous méritez. Alors, il y a le problème, et là, on peut vous en toucher un mot, puisqu'on est concerné, des fédérations ou des structures fêtières. Hein. Les structures fêtières, par exemple, on pense à une structure comme la CIS qui gère un ensemble d'institutions et des services transversaux. Donc, soit on peut les lier avec un ou plusieurs agréments, puisqu'elles ont rarement elles-mêmes un agrément. Donc, on peut être dans la question 2, euh, par exemple, parce que la fédération, la structure est reconnue par un décret, ou alors mentionner les activités de la fédération en lien avec, dans la question 3, en lien avec une ou plusieurs euh, compétences fonctionnelles. C'est une question qui est encore en discussion pour nous et sur laquelle on n'a pas une réponse définitive. Et donc, effectivement, euh, ça nous paraît en tout cas important dans les points d'intention et comme recommandation de mentionner que vous êtes une fédération ou que vous êtes une structure fêtière et que vous avez des activités de fédération. Euh, vous devrez de toute façon mettre une compétence fonctionnelle, mais l'écrit va être important aussi dans le cadre de la question 3. Voilà, je suis arrivé au bout pour le formulaire. On va faire une petite pause et se retrouver euh, au plus tôt à 20. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à poser des questions. Je ne vois pas les questions et réponses, donc je suppose qu'il y en a déjà eu sur le formulaire pendant que je parle. Mais donc, on va laisser un petit temps pour vous laisser encore poser les questions, et puis en prendre connaissance, et puis on reviendra à vous pour y répondre, en tout cas, à quelques-unes. Voilà. Merci de votre attention. À tout à l'heure.
Voilà, je vous propose peut-être de reprendre. Bon, évidemment, il y a quand même de nombreuses questions, donc euh, on va en faire quelques-unes, mais évidemment, on ne sera pas exhaustif. Euh, ben, la première question qu'on a eue, que faire si la répartition entre deux secteurs d'activité est modifiée en 2025? Donc ici, on est sur une photo 2024. Comme Frédéric vous l'a dit, d'entrée de jeu, l'objectif, c'est que ce cadastre soit évolutif et qu'on puisse prendre en compte les évolutions d'ici le début de la réforme, puisqu'évidemment, entre 2024 et 2027, voire 2028, effectivement, il y a pu avoir des modifications. Quelqu'un nous demande où se trouve la liste d'agréments. Donc, hein, on l'a déjà dit, soit dans le menu déroulant, mais aussi dans la liste, dans le courrier du Forum et dans le vade-mecum du Forum. Alors, les projets européens Interreg Erasmus+, sont-ils considérés reconnus euh, officiellement? Là, pour nous, c'est plus euh, là, il s'agit plus de financement. Donc, la question est, qu'est-ce que je fais dans le cadre de ces projets? Est-ce que c'est mon activité agréée, une partie de mon activité agréée, par exemple, qui est financée? Ben, dans ce cas-là, alors, c'est la question 1. Ou est-ce que c'est similaire à l'agrément? C'est la question 2. Ou est-ce que c'est des activités autres? Mais Interreg Erasmus+, ce n'est pas ce qu'on considère comme un agrément. Euh, alors, est-ce qu'une convention pluriannuelle de très longue date, mais sous subvention facultative, peut être considérée comme un agrément? Non, la même réponse. Une convention de subvention facultative, même pluriannuelle, n'est pas vraiment considérée comme un agrément. Ce compte peut-être que dans ce cadre, vous faites une activité similaire à un agrément, donc ce serait plutôt dans le cadre de la question 2, selon nous. Euh, de même, convention avec les autorités communales, hein, euh, c'est pas un agrément en soi. Par contre, les activités réalisées dans le cadre de dans le cadre de cette convention sont peut-être assimilables à un agrément. Pour la question 1, la source juridique, lorsqu'il s'agit d'APE obtenus via agrément ONE, on coche agrément. Ben oui, évidemment, là, on est dans le cadre d'un agrément qu'on retrouvera, on retrouve tous les agréments, je dirais, pour lesquels l'ONE est compétente dans la liste. Alors, dans le rapport d'exécution APE 2024, il fallait joindre tous les agréments, mais aussi définir une compétence. Donc, effectivement, il y avait déjà, il fallait définir une compétence fonctionnelle. Et donc, on demandait, si on avait choisi la compétence fonctionnelle de la politique de la jeunesse, on avait mis tous les équivalents temps plein dessus. Est-ce qu'on peut, dans le nouveau formulaire, répartir le montant sur plusieurs agréments? Et donc, oui, évidemment, puisque dans le rapport d'activité 2024 que vous aviez dû compléter avant le 31 mars 2025, euh, on n'avait pas ce n'était pas aussi fin puisqu'il n'y avait que les compétences fonctionnelles plus larges et pas les agréments. Donc, évidemment, ce rapport-ci, cet annexe au rapport, est beaucoup plus fin. Alors, l'exemple relatif à la question 2, ben, moi, je sais qu'à un moment, il y avait des SAFA, donc des services d'aide aux familles et aux aînés, euh, qui faisaient la même activité que les SAFA agréés, mais qui, par exemple, euh, qui fonctionnaient avec des travailleurs APE. Euh, on a aussi le cas dans l'extrascolaire, dans l'accueil extrascolaire. Voilà deux exemples. Alors, il y a des questions au niveau polyagrégé, polysubventionné. Euh, nous sommes, nous sommes polysubventionnés. Cela signifie que nous serons attachés à plusieurs ministres fonctionnels. Qu'en est-il de mes fonctions transversales? Dois-je prévoir des clés de répartition par secteur?
Oui, effectivement. Ou comme je le disais, il faut essayer euh, d'estimer au mieux si une fonction transversale est financée par l'APE et que j'ai plusieurs agréments, eh bien, plusieurs activités, ben oui, il faut effectivement essayer d'estimer au mieux une répartition. Euh, alors, au niveau des travailleurs, il y en a plusieurs qui me demandent si les travailleurs ont été absents, etc. Euh, En fait, c'est vrai que moi, je vous ai dit de prendre la liste des travailleurs en 2024, ben, pour avoir une idée de ce que les travailleurs APE font, entre guillemets. Maintenant, c'est pour avoir une indication. Par exemple, dans le cas où tous vos travailleurs étaient APE et que vous vous dites, ben, on a mené, tous vos travailleurs APE sont malades, on n'a mené aucune activité en APE. Non, alors dans ce cas-là, il faut remplir théoriquement à quoi sont destinés euh, ces travailleurs APE. Il faut faire une répartition alors théorique, peu importe ce qu'ils ont fait ou non, s'ils étaient malades, par exemple. Alors, on demande aussi sur les montants indiqués. Donc, le montant affecté à l'agrément à la question 2 est bien le montant du subside APE ou le montant réel dépensé, même s'il est supérieur au subside reçu. Donc, ici, on est par rapport au montant, au montant de la subvention 2024. Et donc, vous devez le répartir, même si ce montant ne subventionne pas à 100% votre activité. On est sur une répartition euh, théorique, je dirais, du montant. Alors, il y a des questions sur les APE à Bruxelles, notamment les APE donc, qui sont situés dans une unité d'établissement à Bruxelles et qui bénéficient à l'heure actuelle de la réduction ONSS à Bruxelles. Euh, et donc qui n'ont pas reçu, dans le cadre de la réforme de Montréal, dans le cadre de la réforme de 2022, la part qui correspond euh, à la réduction de cotisation sociale, comme ceux qui sont en région de langue française, grosso modo en Wallonie. Euh, eh bien, c'est un sujet, c'est un des nombreux sujets, je vous l'ai dit, le chemin est encore long de la réforme APE. C'est encore un des aspects qui doit être évoqué, discuté, et qui fera l'objet de discussions ces prochaines semaines. Donc voilà, il y a des questions sur les prochaines étapes, mais c'est justement aussi l'objet de la dernière partie de ce webinaire, pour laquelle je vais passer la parole à mon collègue Frédéric. Je vais repartager le PowerPoint. Merci Frédéric. Bon, c'est facile quand il y a deux Frédéric. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Donc, un, il y a d'abord la clôture du formulaire, hein, qui est prévue donc début décembre. Nous avons un accord depuis ce matin avec le cairn des deux gouvernements pour monitorer l'évolution du remplissage de ce formulaire et, le cas échéant, procéder éventuellement à une relance auprès de celles et ceux qui ne se seraient pas manifestés et également un accord clair et précis sur le fait que s'il devait y avoir un dépassement de quelques jours pour remplir ce questionnaire, ils seront acceptés. Donc, je dirais le site et le formulaire sera toujours possible de le valider et de l'envoyer. Vous pouvez considérer encore 1 à 2 semaines au-delà de la date fixée par l'arrêté et paru au moniteur belge. Donc, considérez que jusqu'à mi-décembre, il n'y aura pas de difficulté si à un moment donné, vous avez un peu de retard pour prendre vos décisions, consulter ou faire sécuriser par une décision de votre direction ou d'un organe d'administration.
Ça, c'est quand même le prochain, ouais. Le deuxième aspect, c'est que le formulaire va générer un cadastre, une photographie globale, avec certainement des zones de flou. Et nous avons obtenu aussi l'accord que nous aurions, comme membre du kern, l'accès à le fichier source pour pouvoir également euh, se rendre compte ou répondre à des questions des nébuleuses, du flou qui aurait été généré par certains formulaires ou certaines situations répétitives pour prendre attitude. Donc, on va nous rester associés comme tierce partie aux travaux politiques. Travaux politiques qui vont aussi donner lieu à deux actes juridiques importants. Le premier, c'est le décret chapeau qui va abroger le dispositif APE actuel et organiser son transfert des moyens et des emplois vers les ministres fonctionnels, mais qui n'entrera en vigueur que lorsque, et on l'a bien redit, il y aura eu préalablement dans chacun des secteurs une modification et l'existence d'une base juridique qui permet la réception de ces moyens wallons liés au... Merde, j'ai fait une bêtise. J'espère que vous êtes toujours là. Et l'autre aspect, est-ce que l'équipe peut me dire que je suis toujours connecté ou pas? Oui, on m'a dit que je suis toujours connecté. L'autre volet, c'est le projet d'accord de coopération pour les secteurs relevant de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Là, l'objectif politique majeur, c'est de définir le cadre du transfert, l'enveloppe globale qui va être transférée, sa ventilation dans chacun, pas des ministres fonctionnels, mais dans chacune des politiques fonctionnelles, donc qui sécurisent donc après juridiquement le maintien de ces moyens-là dans chacune de ces politiques fonctionnelles sur base de critères qui doivent être négociés entre la région et la fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, vous voyez que nous sommes dans un maillon aujourd'hui d'une chaîne où toutes les étapes de la chaîne ne sont pas encore très claires, même si on voit vers les grands mouvements par lesquels on doit passer. Il est clair que toute l'année 2026 va servir à travailler sur ces trois niveaux, décret de réception dans chacune des politiques fonctionnelles sur base de concertation avec vous, deux décrets chapeaux pour abroger, trois accords de coopération pour bétonner les moyens à l'égard des secteurs relevant de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Reste encore que, je l'ai redit tout à l'heure, l'ambition du ministre Jolet, c'est bien l'entrée en vigueur au 1er janvier 2027, mais il y a un accord tacite au sein des gouvernements pour considérer que l'important, c'est que pour le 31 décembre 2026, chaque ministre fonctionnel a commencé un travail législatif sur chacun des sous-secteurs. Alors, ce qui va être important pour nous aujourd'hui, indépendamment de ces parcours juridiques, vous l'aurez compris, la clé de voûte demain, c'est pour nous de bétonner les moyens financiers à allouer à chacun des sous-secteurs et d'être se porter un peu le garant qu'on ne va pas chipoter dans l'affectation des moyens. Mais notre travail, il aura une limite, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra bien considérer, et je le redis, nous ne sommes ni le forum ni le gouvernement, mais qu'il y aura des choix aussi politiques qui seront faits à un moment donné, peut-être d'affecter plus de moyens, moins de moyens à tel secteur ou tel autre. C'est le seul engagement que nous avons obtenu, confirmé ce matin même par le ministre de l'Emploi, c'est que oui, sur le principe, il y aura une nouvelle phase d'actualisation des données que vous rentrez aujourd'hui dans ce formulaire, considérant bien que oui, il pourrait y avoir des mouvements d'activité, des mouvements de ressources humaines qui feraient que vous avez alloué à un moment donné ces moyens APE d'une manière un petit peu différente que celle qui est aujourd'hui, indépendamment de la question de l'indexation de l'enveloppe, qui est, elle, garantie. Et donc, c'est nous, ça, c'est notre job au niveau du NIPSO, de veiller à trouver des modalités
faciles qui permettront à chaque employeur, d'ici le moment du transfert, pour réactualiser. Alors, l'idée évoquée ce matin, c'est que l'on puisse le faire au plus proche, cette actualisation, du moment réel du transfert pour que ça colle le plus possible à votre réalité. Ce principe-là, il est acquis. Les modalités pratiques, est-ce qu'il faudra repasser par ce formulaire où tout le monde, ou qu'une partie, euh, ça, on n'en sait rien à ce stade-ci. Voilà un petit peu l'état des choses sur ce dossier. On espère qu'on a répondu un maximum à vos questions. On l'a dit d'emblée, on risque peut-être d'en avoir éveillé davantage euh, dans votre chef. On en est bien conscient. Ce qui nous semble important, c'est de continuer à alimenter vos questions, vos points d'attention auprès de vos fédérations sectorielles, vos représentants, qui eux siègent dans les différents lieux où nous suivons ce dossier APE au sein de l'INIPSO, pour continuer à nourrir et alimenter, puisqu'on a cette chance d'être toutes les semaines au contact de ces gouvernements et du ministre de l'Emploi, pour relayer, au moins relayer, et essayer de proposer des créatifs dans les solutions qu'on propose, les questions que vous vous posez, pour qu'elles puissent être un maximum prises en considération par le politique. Voilà, on laisse quelques minutes si vous avez encore des questions à nous poser sur l'ensemble du dispositif ou les étapes à venir ou des points d'attention. N'hésitez pas à nous nourrir. Le ministre de l'Emploi, les gouvernements, les ministres présidents des deux gouvernements sont bien au courant de ces webinaires et attendent avec impatience aussi le retour, la prise de température. Et donc, on leur a dit qu'ils pouvaient compter sur nous pour certainement charger leur barque en matière de questionnement et de réponses nécessaires à apporter, sans pour autant avoir la garantie qu'ils auront eux-mêmes les réponses à vos questions. On l'a redit par exemple sur les APE bruxellois. La question a seulement aujourd'hui, alors que ça fait 2 mois qu'on l'a déposée sur la table, elle a seulement été aujourd'hui enregistrée et un suivi va être opéré. On en a eu l'engagement ce matin. Mais voilà, donc tout prend du temps et il est bien conscient qu'il n'est pas exclu aussi que, en fonction de l'évolution du dossier, nous repassions à un moment donné par la formule webinaire comme aujourd'hui, si vos fédérations trouvent ça utile et pertinent au moment du transfert ou en tout cas à des moments stratégiques auxquels on va être confronté dans les mois et j'ai à mon avis les 2 ans à venir. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions. On laisse encore 4-5 minutes. Et il nous restera alors un quart d'heure pour y répondre. Je vous remercie.
Bien voilà, nous allons répondre aux dernières questions. Donc le 5 du 12, c'est court. S'il est conseillé de faire en concertation avec l'OA, un délai supplémentaire est envisageable. Donc, je pense avoir répondu à la question, oui, il y a un délai qui n'est pas repris dans l'arrêté, mais il y a bien un accord pour laisser le formulaire accessible encore pendant les 10 jours qui vont suivre. Donc, considérez que mi-décembre, le 15 décembre, c'est encore bon. Euh, alors, y aura-t-il une analyse des déclarations et une correction faite par le forum? Alors, je pense que de mémoire, il y a 4000 formulaires qui doivent rentrer. Euh, le forum, aujourd'hui, n'est pas en capacité de contrôler, à notre sens, hein, c'est notre perception des choses, 4000 formulaires. Et quand bien même on parle de montant, il devrait absolument alors les recroiser avec les administrations de tutelle, les administrations fonctionnelles de ce qui nous paraît complètement enfin, un travail disproportionné au regard de l'objectif que le gouvernement cherche à atteindre. Et par ailleurs, ça pourrait prendre des mois, là où le gouvernement souhaite avancer relativement vite. Alors, est-il prévu une possibilité de recours en cas de diminution des montants APE par rapport au système précédent? Ça, ça. C'est-à-dire qu'il faut se dire une chose, c'est que le montant que vous allez indiquer maintenant, et même s'il est actualisé dans 3 ans au moment du transfert, rien ne garantira que c'est le montant que vous disposerez au-delà de 2028. Et nous, on ne pourra plus s'appuyer sur les mécanismes de recours qui sont prévus par le décret actuel, puisque celui-ci va être abrogé. Il n'existera plus. C'est fini, on ne parlera plus d'APE avec une justification spécifique pour le POREM. Ce sera justifié et globalisé dans votre rapport d'activité et la justification auprès de votre ministre fonctionnel, comme vous le faites déjà pour le reste de vos subventions. Et donc, euh, ce montant futur que vous auriez au-delà de 2028, oui, il est probable qu'il soit modifié. Il y a plein de cas de figure. Il peut y avoir une décision politique au moment du transfert de mettre moins de moyens en enfance et plus en culture ou inversement. Il est possible aussi qu'à l'intérieur même d'une politique fonctionnelle, les fédérations, vos représentants, décident d'une autre moyen d'affectation et de ventilation des moyens APE, non pas juste entre les associations qui en bénéficient aujourd'hui, mais peut-être sur l'ensemble des associations, ou peut-être que ça va rester un statu quo et augmenter le niveau, je sais pas moi, de niveau d'encadrement de l'emploi, mais peut-être pour tous les structures et pas que pour une partie qui bénéficie des APE, avec peut-être des moyens frais ou pas. Il y a des tas de configurations possibles, mais ça, le centre de gravité, comme je l'ai dit au début, ce sera entre vos représentants et les ministres fonctionnels. Et si vous cherchez à avoir le statu quo par rapport à la situation d'aujourd'hui, bah, c'est le mandat qu'il faudra donner aux ministres, enfin, à vos représentants dans la relation qu'ils auront avec leur ministre fonctionnel. Alors, quelle est précisément la mission du forum après la récolte des données du formulaire? Eh bien, en fait, c'est purement administratif. Ils vont faire une extraction des différentes données qu'ils vont mettre à la disposition des différents ministres fonctionnels pour qu'ils puissent se rendre compte des moyens potentiels de l'enveloppe budgétaire auquel ils promériteraient au moment du transfert, en sachant qu'il pourrait y avoir une évolution positive ou négative à la marge en fonction de la réactualisation à faire dans quelques années. Mais c'est sûr que le forum va se sentir de moins en moins investi dans la mission qu'il s'était historiquement donnée à l'égard de la politique des APE, puisque d'ici 1 an, 2 ans au plus tard, on peut considérer que les APE n'existeront plus dans le champ de compétences du forum. Durant la période de transition, qu'en sera-t-il de la subvention? Sera-t-elle indexée ou figée? Donc, tant qu'on n'a pas transféré les moyens, les montants que vous recevez sont bien indexés. Ça nous a été confirmé. Et au moment où il y aura le transfert des moyens du ministre de l'Emploi vers les politiques fonctionnelles, que ce soit en région
ou en Fédération Wallonie-Bruxelles, sauf avis contraire et ou décision politique, à ce stade, a priori, l'enveloppe continuera à être indexée. Mais ça, c'est une question de nouveau de nature politique. Vous l'avez vu, le secteur les secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles l'ont vu sous ce conclave aussi, contrairement au secteur de la région wallonne. Il y a eu un gel à un moment donné des indexations des enveloppes fonctionnelles. Donc, oui. Et on connaît aujourd'hui effectivement que les APE pouvoirs locaux, eux aussi, ont déjà un gel. Mais à ce jour, dans les discussions que nous avons, on peut être transparent avec vous, ça n'a pas fait l'objet d'une discussion, d'un échange entre eux devant nous ou avec nous. Alors, vu les efforts budgétaires visés par les différents gouvernements, est-ce que cette réforme pourrait aboutir à une baisse de subsides à l'emploi? Alors, de nouveau, est-ce que c'est les subsides à l'emploi pour chacun des employeurs ou de l'enveloppe globale? Je vous renvoie un peu à ma réponse que j'ai faite précisément. Oui, il est possible que les moyens alloués demain à certains employeurs soient moindres et à d'autres plus, et ceux qui aujourd'hui ne bénéficiaient pas de moyens APE, demain en bénéficient. Ce sera le fruit de la négociation avec les ministres fonctionnels. Alors, il reste, sauf erreur de ma part, des questions autour des CISP. Fred, peut-être tu réponds à cette question-là? Ah oui, pour les CISP et les appels à projets, ben, en principe, donc c'est ce à quoi ils étaient affectés en 2024. Donc, s'ils n'étaient pas affectés à votre agrément CISP, puisqu'effectivement, les APE des CISP ont basculé, ont déjà basculé en fait dans la politique fonctionnelle. Il y a déjà eu en fait ce genre de réforme au niveau spécifique CISP. Ben, normalement, vous ne devez pas le mettre dans l'agrément CISP, mais bien dans l'activité qui correspond, sur laquelle porte l'appel à projet. Et donc, si ces appels à projets changent, et donc ce n'est plus la réalité, alors ben, c'est ce que mon collègue vous a dit précédemment, euh, ce sera dans le cas de la remise à jour du cadastre, où vous devez être, où vous pourriez être alors plus actualisé par rapport à la situation qu'en 2024. Donc voilà, nous avons parcouru une série de questions. Je sais qu'il en reste. Alors, il y a beaucoup qui nous demandent aussi ben, qu'est-ce qu'on va faire. Donc, nous, on va jouer le rôle de relais. Il y a des questions vraiment particulières, etc. Donc, c'est pas le projet de faire une fac, par exemple, de l'INIPSO. Mais par contre, n'hésitez pas à relayer aussi vos questions auprès de vos fédérations. Et nous, on va être un réceptacle de toutes les interrogations et on les transmet aussi vers les gouvernements pour qu'ils aient conscience aussi de toutes les problématiques qui existent dans le secteur en lien avec cette réforme APE. Et donc, le PowerPoint et l'enregistrement, on va le mettre à votre disposition. On doit encore voir euh, comment, comment on va le faire, puisque c'était une première pour nous, cette utilisation de la mobilité webinaire sur Teams. Et donc, on fera de la meilleure façon, mais c'est bien l'objectif de le mettre à disposition. Donc, il nous reste de à vous remercier pour votre participation nombreuse et d'avoir suivi ce webinaire. Et donc, nous vous souhaitons au nom de l'UNIPSO, une excellente fin de journée. À bientôt.